Bonjour à tous pour ce nouveau rendez-vous, nouvel épisode de Groupama 4 dans la Volvo Ocean Race. Nous serons dans quelques instants en direct avec Ita Jay. Retrouvez mon camarade Vincent Borde et ses invités du jour, Hervé Le Kiek et Ben Wright, qui nous parlera du mât, du transport du mât, comment ça s'est passé, et tout s'est passé très très bien. Juste auparavant, bienvenue à vous ici au 21 boulevard Malesherbes, au PC de Groupama 4 qui accueille également, vous le savez, le PC de la course à Paris. C'est à 2 pas de la Madeleine et vous êtes les bienvenus le jeudi lorsque nous sommes en étape, comme c'est le cas aujourd'hui, ou le mardi, et nous reprendrons nos bonnes habitudes dès mardi prochain pour retrouver le bateau en mer. Bienvenue également à vous qui nous suivez via Internet, en direct ou un petit peu moins en direct. Vous êtes de plus en plus nombreux. Vous étiez d'ailleurs, il y a quelques instants, 38 557 fans du bateau Orangé Vert via Facebook et les divers réseaux sociaux. Vous êtes d'ailleurs les bienvenus si vous voulez commenter la visioconférence que nous allons avoir dans quelques instants. D'ailleurs, je vous avais dit qu'on retrouverait Ita Jay assez rapidement. Nous sommes avec le Brésil et nous sommes avec Vincent Borde. Bonjour Vincent. Bonjour Stan, effectivement nous sommes au Brésil. De mon côté, Hervé Le Kiek, responsable de la logistique Groupama. Et puis on va faire ensemble un petit point sur la manière dont se sont déroulées les choses après le dématage de Groupama. Bonjour Hervé. Bonjour Vincent. Voilà. Écoute, Stan. Oui, non, simplement Hervé, ton travail était remarquable, on va en parler, mais juste avant j'aimerais voir un petit peu, j'aimerais vous montrer les images, j'aimerais voir la course contre la montre que ça a été de rapatrier ce mât de l'Europe vers le Brésil et de le voir en images, et après on revient à Ita Jay et on en discute avec vous, ok? On regarde la première partie du film de la semaine, c'était jeudi 12 avril, jeudi dernier. Avant la descente de l'avion, il a fallu qu'on s'assure que l'avion parte bien, qu'il y ait toutes les autorisations d'atterrissage. Comme par hasard, notre ETA à Curitiba était minuit et quart, et l'aéroport fermait à minuit. Donc on n'avait pas trop le droit à être en retard. L'avion s'est posé à minuit 20 et l'aéroport est resté ouvert jusqu'à minuit et demi. On a déclenché une opération qui a mobilisé, je pense, la moitié du personnel de l'aéroport de Curitiba. Tout le monde était volontaire et on s'est retrouvé à travailler toute la nuit, décharger le fret de l'avion qui était arrivé à l'heure. Et voilà, ça nous a pris quelques heures, 2-3 heures pour décharger tout le matériel et l'installer sur le camion tel que. Dès ce matin, on a fini les formalités administratives qui ont été sans souci. Et là, on a essayé de partir de Curitiba. Et c'est là où c'est devenu vraiment très drôle parce que toute la nuit s'était bien passé dans le travail. Et ce matin, on n'arrivait pas à sortir de l'aéroport. Le camion ne pouvait pas trouver la bonne porte. On n'arrivait pas à passer. Soit il y avait un portique, soit il y avait un rond-point, soit il y avait un trou et on n'arrivait pas à sortir de l'aéroport. Et ça nous a pris 4 heures. Et pour sortir définitivement de l'aéroport de Curitiba. Tout ça dans la bonne humeur brésilienne, vraiment. Et voilà. Puis après, le transport jusqu'ici s'est très bien déroulé. C'est de l'autoroute tout du long, donc aucun problème. Et puis à l'arrivée, on a eu l'escorte de la police d'Ita Jay qui nous attendait, mobilisé à 100%. Et on a traversé la ville de façon assez rock'n'roll. Et bon, il y avait 2 angles droits qui nous ont donné quelques petites sueurs froides jusqu'au dernier moment. Mais voilà, tout le monde est content et on décharge, c'est bon.
Comme on vient de le voir, c'était entre l'opération militaire et le rapatriement sanitaire d'urgence. On est à peu près dans ces eaux-là, Hervé, Vincent. Oui, quand même pas. Enfin, c'est une opération d'urgence, bien sûr. Mais heureusement, on n'a pas eu d'évacuation médicale ou sanitaire. Ça s'est bien passé. C'est la première question qu'on pose, bien sûr, au bateau, si tout le monde va bien. Et ensuite, on peut tout de suite enchaîner sur la partie technique. En fait, cette partie technique, elle est malheureusement, entre guillemets, anticipée parce que l'expérience de ce genre de course nous a appris qu'il faut être prêt à tout, et notamment à des dématages. On est le 3e dématage de cette course. Et dans le passé, il y a toujours eu des bateaux qui ont dématé. Donc, on se prépare à pouvoir envoyer un mât partout dans le monde. On ne sait jamais où ça va arriver. Mais au moins, on prépare en amont, dès le départ de la course, le matériel nécessaire à une opération de cette envergure. Et ensuite, une fois qu'on a encaissé le coup pendant 3 à 5 secondes, qu'on dit « tu as eu la nouvelle non ?» et voilà, d'accord. Donc on commence à se mettre en mode assistance d'urgence. Et bien sûr, comme on n'a pas les infos, ou les infos viennent du bateau au compte-gouttes, les gars doivent d'abord ranger un peu le bateau, récupérer ce qu'ils peuvent du gréement. Et donc, nous, parallèlement, on travaille sur des options parce que on ne connaît pas, dans l'heure qui suit le dématage, on ne connaît pas exactement le déroulé des jours à suivre. Donc, il faut qu'en fonction de la géographie, en fonction des informations qui sortent du bateau et de la cellule de crise qui se met en place avec Stéphane qui chapeaute le tout, le technique, le bateau, la partie gréement, on essaye d'offrir des options aux gars. Et donc là, il y a eu 2 options qui se sont tout de suite dégagées. C'était, on s'arrête en Uruguay, et où on vient au Brésil. On a eu relativement de la chance. On était qu'à 60 000 de Punta del Este et à 600 d'Itajaí, donc pas trop loin des côtes et pas trop loin de la base qui était déjà installée au Brésil. Donc ça nous a quand même un petit peu aidé par rapport à un Puma qui a dématé au milieu de l'Atlantique dans des conditions beaucoup plus difficiles. Donc nous, on travaille sur des options. Et puis, donc les 2 options, c'était réparer, acheminer le mât en Uruguay, c'était pas très facile, ou réparer au Brésil et faire venir le mât au Brésil. Donc cette option-là, au bout de 5-6 heures, c'est quand même dégagé. Franck a pris la décision de repartir sur gréement de fortune, et donc on a mis en place l'opération pour pouvoir mener les réparations ici à Itajaí. Ensuite, c'est de la gestion un peu plus fine, d'avoir l'avion, d'avoir une place dans un avion cargo assez rapidement en fonction du timing d'arrivée du bateau, de tout ce qui se met en branle parallèlement, puisqu'il faut acheminer le tube, mais il y a aussi tous les gréements courants, les bastacles, les diagonaux, les verticaux, enfin tout ce qui est fait partie du gréement. Donc il faut réunir les pièces du puzzle. Ça, on a un minimum de temps pour le faire. On sait que ça va nous prendre plusieurs jours. Pendant ce temps-là, moi, j'essaye d'affiner l'arrivée du mât. Et par exemple, un des gros détails à régler, c'était où faire atterrir le mât, dans quel avion cargo mettre le mât pour nous faciliter la tâche après, une fois à l'arrivée au Brésil. Donc on avait des options qui nous faisaient passer par Miami, beaucoup d'options nous faisaient atterrir à São Paulo, qui est l'aéroport principal, et qui est à 600 km d'ici, et desservi par des routes pas très très bonnes. Donc on a fait le maximum pour pousser l'option d'avoir le mât qui arrivait le plus près possible, c'est-à-dire à Curitiba, pour nous faciliter la vie et surtout gagner du temps. Et donc tout ça, bon, c'est des négos avec le DHL, avec l'organisation locale aussi qui nous a beaucoup aidé, le stopover d'Itajaí pour pouvoir faciliter toutes les formalités administratives, etc. Donc voilà un peu, et tout ça est mené bien sûr en parallèle avec les différents
différents intervenants, et même Gaël qui est à Lorient et qui nous soutient, qui envoie du matériel. Voilà, c'est vraiment une coordination de projet. Alors, une petite question pour Hervé. Moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que vous avez eu, durant les quelques jours qu'ont duré cette opération, des moments de stress en vous disant non, on ne va pas y arriver? Non, on ne s'est jamais dit on ne va pas y arriver. Jamais. Mais on s'est dit comment on va faire. Et on a eu bien sûr c'est une course de haie. C'est pas facile. C'est pas facile pour les gars à bord. Et en fait, c'est une motivation pour nous parce que et c'est quelque chose qu'on utilise. On dit les gars se battent des chiens pour finir la régate, ils réparent, ils repartent. Les mecs blessés à bord qui continuent la régate. Et il n'y a aucune raison, il ne faut pas laisser tomber l'équipe, on doit y arriver. Donc on va trouver les solutions. Et parfois, bon, ça prend du temps, ça prend des négos, ça prend des coups de gueule. Mais on y arrive. C'est vrai que l'aéroport de Curitiba ferme la nuit, par exemple, entre minuit et 6 heures. Bah, il faut se battre pour que l'avion puisse atterrir avant minuit et quart. Et voilà, des choses comme ça, que la route d'accès à l'aéroport, elle n'est pas faite pour des convois exceptionnels comme nous. Voilà, mais bon, on a eu un peu de chance, on a rencontré des gens sympas, les Brésiliens pour ça. On les critique parfois pour leur désorganisation, mais ils sont vraiment chaleureux, ils sont vraiment à fond derrière. Donc voilà, on a réussi à créer de l'enthousiasme autour de ça et on y est arrivé. Pour revenir Bravo, Stan. pour revenir à ce que disait Hervé tout à l'heure, combien de temps après le dématage tu as mis en branle l'opération rapatriement ou expédition du mât? C'est une décision qu'a prise Franck ou comment ça s'est passé concrètement? C'est obligatoire. On sait très bien qu'on doit faire venir le mât. On doit faire venir le mât. Donc la décision, elle est prise on sait tout de suite, 5 secondes après le dématage, qu'il va falloir faire venir le mât quelque part, en Uruguay, au Brésil. Dans le pire des cas, si le bateau avait vraiment été endommagé, qu'on n'aurait pas, et dans l'optique de ne pas pouvoir faire le leg d'après, on aurait envoyé le mât à Miami. Mais dans tous les cas de figure, tu sais que tu vas devoir envoyer le mât, renvoyer du matériel pour réparation ou des checks, ou en importer d'autres. On a eu une noria de mules qui ont amené des câbles, qui ont amené des bastacs de Suisse, des États-Unis, de France, des fournisseurs qui se sont bien sûr impliqués. On a renvoyé des short teams avec du matériel pour gagner du temps sur tout ce qui est cargo. On a envoyé des short teams avec des sacs plein de matériel pour pouvoir réparer, revenir en 2-3 jours. Donc ça, on sait qu'on va le faire. Il faut simplement après faire la liste des besoins, la liste des tâches, et puis on trouve une solution pour chaque tâche. Tu nous rappelles où était le mât, où patientait le mât au cas où? Alors le mât, on l'avait envoyé dès le départ de la course. Donc on l'avait envoyé à Amsterdam, à l'aéroport d'Amsterdam, en stock chez DHL, qui est le partenaire logistique de la course. Et donc le mât et tout le gréement dormant étaient en stand-by à l'aéroport d'Amsterdam. C'est plus simple Amsterdam que Lorient, Paris ou autre? C'est plus simple parce que tu gagnes déjà le temps du transport de Lorient, par exemple, dans notre cas. Il y a 2-3 gros aéroports de fret en Europe. Luxembourg en est un, Francfort en est un autre, et Amsterdam aussi. C'est les trois plateformes où il y a le plus d'avions cargo et il y a le plus de transit. Donc, c'est une zone qui est assez court entre ces aéroports, les transferts. Donc oui, c'est plus simple. C'est déjà un petit peu anticipé. On essaye de réduire au moins les emmerdes au départ. On sait qu'on en aura à l'arrivée, donc au moins on simplifie le départ. Parce que Stan, on se souvient, et Gérard Petitpas, qui est le parrain de Groupama 4, qui s'occupait des affaires d'Éric Tabarly à l'époque dans la Transat en 76, quand Penwick 6 démate, ils envoient un nouveau mât, pareil, par avion cargo, mais à l'époque, les avions n'étaient pas aussi grands, et il avait fallu le couper. Ce qui avait été à l'origine d'un second dématage, si ma mémoire est bonne. Mais parce que Hervé transporter un mât qui fait 32 mètres hors tout à peu près,
Combien d'avions sont capables de transporter ce type de mât? En un saut, pas beaucoup. Henri Pignal, on a eu cette discussion très rapide quand on a pris les décisions. Il n'y a pas beaucoup de choix. Et les premières options qu'on te présente, c'est carrément un Antonov où tu peux charger tout ce que tu veux dedans. Mais il faut quand même rester raisonnable et faire des choses cohérentes et ne pas rentrer dans la démesure. Donc, effectivement, de couper le mât, c'est aussi une option qui est faisable, facile, plus rapide pour nous, la logistique, parce que les soutes d'avion font 16 ou 18 mètres. Donc, si tu coupes le mât en deux, tu rentres à peu près dans n'importe quel gros avion à 340 ou 747 qui transporte des passagers. Le problème, c'est à l'arrivée, il faut que tu remettes tu as tout le travail de remanchonner le mât, et puis après, tu perds en performance du mât. Donc ça, c'est une option logistique facile, plus économique, beaucoup plus rapide, mais ce n'est pas une option technique valable, c'est de dernier recours. Donc ça, ce sont des options écartées. Donc il faut jouer entre l'Antonov et la démesure d'un avion cargo et puis la solution facile, mais qui n'est pas techniquement performante. Donc il y a peu d'options. C'est souvent avec des escales parce que tu as des aéroports. On nous proposait par exemple de passer d'Amsterdam à Miami, de transférer de Miami à São Paulo. Ensuite, la route, c'était un peu plus économique peut-être, mais certainement plus difficile. Donc il fallait trouver des options, et ça prend un peu de temps. On a toujours le choix entre 3-4 options pour ces transports. Et si tu as un petit peu de temps, tu es un peu plus à l'aise. Hervé, on a tous voyagé et on a vu dans quel état on retrouve nos valises une fois qu'elles sont passées en soute. Il était tout seul, le mât, dans la soute. Il a été accompagné, j'imagine, à Amsterdam pour le mettre dans l'avion. Il a été accompagné tout au long ou quelles étaient tes garanties? Non, il a été très bien chargé. On avait les photos du chargement. Le matériel était bien chargé. Il n'a pas été. Nous, on n'avait personne dans l'avion. C'était un avion cargo avec d'autres fret. C'est un avion cargo qui allait après sur New York, donc qui a fait un petit crochet en gros. Mais on n'avait personne. Mais on a vérifié. DHL avait renvoyé une personne d'ici pour s'assurer que le chargement était bien effectué. On avait toutes les photos du chargement des caisses qu'elle avait envoyées début octobre ou début novembre à Amsterdam. On a eu les photos du chargement, donc on était relativement confiants. Et Stan, je crois qu'il faut remercier là-dessus, Hervé les citait tout à l'heure, mais DHL qui est un des partenaires de la course, et c'est vrai que dans ces moments-là, d'avoir des gens dans ce métier, ça aide certainement les choses, mon cher Stan. D'autres questions pour Hervé qui est intarissable sur le sujet? Mais je constate, oui, une dernière, on verra avec Ben tout à l'heure, mais on parlait de l'état du mât, il est arrivé donc en bon état, c'est mission complètement accomplie pour toi. Oui, enfin, cette partie du travail est accomplie. Après, les gars ont continué. Après, Maggie et son équipe, les créeurs, ont mis 2 ou 3 jours de travail pour pouvoir renforcer le mât, le repréparer. Ça a été du boulot. Nous, on avait fait notre morceau du travail. Il y avait des petits transports annexes, comme je disais tout à l'heure. Il y avait des pièces qui venaient de Suisse, des États-Unis notamment. On a travaillé sur des pièces ici au Brésil, qui sont retournées à Rio. Donc il y avait un petit peu de boulot, un peu de coordination. On a eu une petite sueur froide avec des bastacs qui étaient un petit peu coincés mais avec la bonne volonté de nos amis douaniers, on a réussi à réduire le temps de sortie de la douane. On profite que tu sois là, donc maintenant que l'opération mât est terminée, ton job dans le team, c'est on voit les conteneurs qui sont derrière, c'est qu'ils arrivent à bon port à chaque escale? Oui, c'est une partie du travail, bien sûr. Là, moi, je suis déjà en train de finaliser l'étape de Miami. En gros, mon travail pour Itajaí est presque terminé. C'est un peu de coordination.
Il y a le week-end d'événements qui va arriver là dans 2 jours. Donc il y a de la coordination avec l'équipe, la coordination de planning, coordination avec Volvo pour tout ce qui est Pro-Am, Import Race. Donc il y a un peu de travail pour moi ici pour s'assurer que tout fonctionne bien, que les gens soient acheminés à l'heure et à manger et que tout se déroule bien et repartent dans de bonnes conditions. Mais déjà pour moi le travail, c'est de finaliser l'étape de Lisbonne, de Miami et de Lorient, qui va être un gros morceau pour nous. Donc mon travail, c'est beaucoup d'anticipation. S'il est bien fait, l'étape se déroule bien pour moi. Et donc, je suis toujours à me projeter dans les étapes suivantes. Justement, la base Groupama sur chaque étape est installée combien de jours avant l'arrivée des bateaux? Comment ça se passe concrètement? On se base sur le TA officiel et on arrive 4-5 jours avant. Et donc la base est prête à peu près 48 heures avant le TA officiel du bateau. Ça nous permet de commencer à travailler puisqu'on essaye de récupérer des informations du bateau sur des boulots qu'on peut anticiper, s'ils ont eu de la casse, s'ils veulent modifier certaines choses. Donc ça nous permet d'anticiper un petit peu, de gagner le maximum de temps, puisque les étapes sont quand même courtes. On voit peu les navigants. Donc on met en gros maintenant, en plus avec l'expérience, on monte la base relativement rapidement. En 48 heures, on est opérationnel et en 24 heures, la base est démontée. Elle est constituée de 4 containers 40 pieds et de 2 tentes. En gros, c'est la base de l'équipe ici, et puis quelques bureaux, quelques Algeco qui nous servent de bureaux. Dernier petit truc, est-ce que certains membres de l'équipage peuvent avoir des demandes qui passent par toi sur des trucs qui manquent sur le bateau, des trucs un petit peu plus perso, un petit peu plus personnels? Est-ce que ça arrive? Bien sûr, ça arrive. Donc tout ce qui est technique, c'est géré par Ben, par Pierre Tissier. Donc là, bien sûr, c'est souvent orienté vers la performance et d'améliorer la préparation du bateau. Donc ça, c'est continuel et il faut le faire, c'est du développement. Et puis les demandes personnelles, oui, bien sûr, il y en a. On essaye de répondre aux attentes des gens et c'est traité. Ça peut être des régimes alimentaires, ça peut être à un moment donné d'accueillir la famille et donc d'essayer de trouver les meilleures solutions pour que la famille soit accueillie dans de bonnes conditions. Voilà. Bon, bien sûr, il y a toujours des demandes. On est plus de 40 personnes entre l'équipe à terre, l'équipe média, l'équipe navigante, les gens de Groupama qui nous rejoignent sur les escales. Donc forcément, on doit faire face à des demandes de personnes dont certaines voyagent pendant plus de 10 mois autour du monde. Donc forcément, il faut faire attention à ce côté humain. Allez, justement, une petite anecdote avant de retrouver Ben. Une petite anecdote, un truc un peu farfelu qu'on t'ait demandé, que tu as eu à gérer depuis le départ de la Volvo. Écoute, là tu me prends au dépourvu. Des trucs, il y en a sûrement. J'en ai eu une très bonne anecdote, mais qui n'est pas de l'équipe Groupama, mais celle-là, elle n'a jamais été battue. Il y a 10 ans, j'étais avec Hammer Sport et il y avait un équipage féminin. Et à l'arrivée de l'équipage féminin, il y a une nana qui me demandait où est-ce qu'elle pouvait trouver une esthéticienne pour se faire épiler. Et c'est une des rares demandes que je n'ai pas satisfaites. Enfin, bon, Vincent s'en chargera. Merci d'avoir été avec nous. Voilà, non, écoute, je ne suis ni barbier à Séville, ni à Itajaí. Et je ne tiens pas une boutique d'esthéticienne ici au Brésil. Et vous n'en avez pas besoin. Merci beaucoup à toi, Hervé. Nous allons retrouver dans quelques instants Ben Wright, puisque le mât est bien arrivé à Itajaí, puisqu'on prononce Itajaí et non Itajaí, comme je le disais tout à l'heure. Le mât est bien arrivé. Il convenait de le préparer. Je vous propose de regarder la deuxième partie du film de la semaine, quand il travaille sur ce mât, et le monsieur qui parle dedans, Ben Wright, sera à côté de Vincent dans quelques instants. C'est une grosse étape après la Southern Ocean.
Et ça, c'est une étape, ça pousse très dur, c'est très difficile pour l'équipe et le bateau. Souvent, il y a des casses et des tempêtes qui abîment le bateau. Et c'est très très gros là parce qu'on a notre problème avec la mât, le remplaçage de mât. Transformer ça en un mât d'espère en un mât de course. Le nouveau mât, la nuit dernière, a subi des renforcements et quelques modifications pour qu'il soit aussi performant que le mât de course que nous avions. Donc on a tenu compte des remarques des navigants et on repart là normalement avec un mât qui a toutes les dernières avancées technologiques du mât qu'on appelait 4.2, celui qui vient de démater. Voilà. Basically what we're doing here is repairing the damage that was done from the dismasting. As you can see, there's been quite a bit of damage either side of quite a few structural areas in the boat, so we just have to fix that and make sure guys are 100% ready for sailing. The biggest thing is that we didn't know that we had to do all this, so it's kind of an added extra to the other jobs that we still have to get done, so there's still quite a bit to do. On avait déjà prévu un gros travail de peinture sur les bordées parce qu'on a vu des problèmes de fuite électrique sur le bateau qui ont fait que la peinture est bullée entre le blanc et le vert. Vu qu'on cherche chaque fois de la légèreté, on n'avait pas d'après pour faire un isolant. Donc on a eu des problèmes de peinture à cause de l'électricité. Donc on est obligé de refaire tout le marquage Groupama pour avoir une meilleure glisse possible dans l'eau. Donc là ça se déroule correctement, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de boulot parce que la quille aussi avait frotté un punta délesté. Donc on a eu beaucoup de boulot sur la quille. Et puis plein de petits travails un petit peu partout quand le mât est tombé aussi sur le pont. Donc on a vraiment beaucoup d'heures. D'habitude je suis seul, là on est 3 à travailler là, en ce moment en peinture. Ben Wright, le responsable de l'équipe technique de Groupama, rejoint Vincent et Ita Djaï. Avant de parler de la préparation du nouveau mât que vous avez reçu, est-ce que vous en savez plus sur ce qui a entraîné la casse du mât précédent? Ben, est-ce que tu peux dire sur les raisons de ce démarrage? Est-ce que le travail avance avec l'équipe? Ah, il y a un petit problème technique. On a bien vu Ben, on a bien vu Vincent, mais visiblement on a un petit problème avec le son. Ça ne devrait pas tarder. C'est peut-être cette espèce de micro rigolo avec plein de poils. Est-ce qu'on a à nouveau Ita Djaï en direct avec Vincent et Ben? Je répète ma question peut-être. Elle était de savoir si vous savez ce qui est arrivé au mât qui a cassé. Ben. Avec tout le morceau de pièces cassées retrouvailles de le bateau. Ah, c'est pas terrible là, c'est pas terrible. Et la réponse doit être très intéressante, mais c'est toujours pas terrible. Vincent, tu peux faire quelque chose? Si tu peux rien faire, on peut voir même un petit film, la troisième partie du film de la semaine. On va faire comme ça. On va voir la troisième partie du film de la semaine. Donc, je vous rassure, tout s'est bien passé. On va en parler avec Ben Wright dans quelques instants. Tout s'est bien passé, les réparations, etc. Le bateau a été rematé, le bateau a regoûté l'eau. Et c'est la troisième partie du film de la semaine. Ok, d'abord. Main only on both sides, then the jib up both sides. Avant tout, c'était de checker le nouveau mât, qui est le mât Sper, avec lequel on a déjà navigué lorsque le Groupama 4 a été mis à l'eau en juin de l'année dernière, mais qu'on a modifié pour le mettre au goût du jour, au moins au goût
du second mât avec lequel on a fait la course et qui a dématé. Et on avait fait quelques modifications intéressantes, donc on a dû mettre au goût du jour ce mât de spare. On a changé un petit peu la structure et aujourd'hui c'était sa première navigation. Donc voilà, regardez le comportement, surtout le réglage en fait. On dit ça, non? Non? Pour l'instant on est très content puisque le mât a fière allure et il est quasiment parfaitement réglé dès la première sortie. Donc il a l'air de bien se comporter, même si aujourd'hui il n'y avait pas de grandes conditions de vent, mais on a pu quand même utiliser la majorité des voiles avec le nouveau mât. Comment j'ai vécu le dématage, j'y croyais pas. J'étais sur internet et pour moi c'était impossible. Ils avaient fait une course parfaite. Je pouvais pas croire que ça s'arrête comme ça. Et puis finalement, voilà, c'est arrivé, il a fallu accepter la chose. C'était frustrant, mais en même temps je pouvais rien faire. Et puis voilà, maintenant on a un nouveau mât, donc on va passer nos journées à faire beaucoup de checks et de tests. Et on a bien commencé aujourd'hui, on a fait une bonne partie, il va falloir continuer pour avoir une confiance totale dans ce nouveau mât. Et puis on sera d'attaque pour samedi. Toutes les modifications que l'on a faites et les transformations que l'on a fait cette semaine ici avec les renforts, avec un ajustement des barres de flèche, normalement va bien améliorer le comportement de ce premier mât et donc s'approcher du comportement qui nous paraissait très bon du second mât. Alors ensuite c'est la fiabilité, ça on verra d'ici la fin, mais si un mât a un bon comportement dynamique, c'est déjà un très bon point pour la fiabilité également. Voilà, en principe, ça devrait à présent fonctionner totalement bien avec Itajaï et Ben Wright en compagnie de Vincent Borde. Oui, la question que je vous posais tout à l'heure, vous ne l'avez peut-être pas entendue, était la suivante. Est-ce qu'on sait ce qui est arrivé au mât cassé donc il y a une quinzaine de jours maintenant? Alors, c'est une excellente question, Stan, et je passe tout de suite la parole effectivement à Ben. Nous, ici, on vous reçoit fort et clair, et j'espère qu'il va en être de même, parce que, voilà, c'est un petit peu chaud. À toi, Ben. Ok, bonjour. On sait où la région, la zone dans la mât que ça a cassé. Il y a quelques manières de voir plus loin. On voit toutes les pièces, le dégât qui est tombé sur le bateau. Il y a des morceaux qui est tombé dans la mer. Et on ne peut pas récupérer pour analyser, pour faire des études dessus, pour voir si c'est cette pièce qui est cassée en première et ensuite il y a des autres chaînes de choses qui cassent pour arriver avec la masse sur le pont. On est deux ou trois, probablement deux manières, c'est clair, autour de barre de flèche, autour de premier niveau, quand tu veux le bateau, c'est clair qu'il y a quelque chose qui est lâché là. Là, maintenant, on est de bureau des études chez nous qui s'occupe de ça, qui fait beaucoup d'heures pour regarder et faire des études de reverse engineering pour essayer de voir comment c'est tout cassé, quelle charge, quel truc si ça casse. En premier, après ça, la chaîne des événements qui passent après, c'est quoi? Et pour nous, ça c'est un projet qui tombe sur le côté et nous, comme équipe de tel, le focus, c'est de mettre le nouveau mât dans le bateau, concentrer pour avancer et prendre pas la tête avec ce problème. Il y a des gars de chez nous qui s'occupent de ça et nous, comme d'hab, avance, on est toujours dans la course, on est toujours très très bien placé pour focus sur celui-là pour avancer. Et avant même que tu avances, et on comprend bien, mais donc c'est un peu ce que tu dis, c'est aussi un petit peu la faute à pas de chance, la casse. Ça peut être ça, oui, effectivement. Mais c'est le sport mécanique, c'est ça aussi.
on est dans un domaine que tu pousses quand tu fais quand tu fais la calcul pour la pièce, pour être léger, pour être costaud, pour aller vite. C'est tout ce type de bagarre, de compromis entre le calcul et la performance et la réalité, comment ça fonctionne en mer, comment ça se fatigue, comment ça se vieillit avec la manière que tu utilisais, peut-être un peu différent que comment c'est désigné. Oui, ça peut être un peu ça. C'est sûr, souvent quand tu vas bien, tu as des chances aussi. Ça aide. Si on est le choix, on prend un peu de chance, pas de problème. Et après, on va parler de demain et de la reprise de la course à la fin de la semaine. Il y a eu un grand débat, j'imagine que vous l'avez eu également au Brésil, il y a eu un grand débat sur la casse qui a affecté à peu près tous les bateaux. Quelle est ta position, toi, en tant que responsable technique de Groupama, sur cette casse? Oui, c'est une épreuve très dure. C'est sûr, la Leg 5, Auckland ici. Je pense que les bateaux, ils n'ont pas la manière de construire, ça n'a pas trop changé. La règle des calculs et tout ça, ça n'a pas changé. Effectivement, c'est le bateau très très proche celui-là de la dernière édition. Je pense, parce que c'est la troisième édition de cette course avec cette règle, avec ce type de bateau. Les bateaux sont très très proches en vitesse. Et pour la performance, les gars à bord, ils lâchent pas, ils sont très très proches. Juste tout là, il fait 6000 milles et il finit à 200 mètres de chacun à la fin. C'est sûr, il pousse le bateau fort, il allie pas forcément, il pousse plus longtemps, un moyen plus haut qu'à d'habitude. Ils ne sont pas le fou furieux non plus, mais je pense que le bateau, ça se vieillit plus vite que les dernières éditions. Il y a un peu de malchance aussi. Ça dépend de la météo, des tempêtes, les angles de vagues. Ça dépend de la journée avec la météo aussi. Il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler et des choses on peut. Mais oui, c'était pour la course, pour l'event elle-même, c'est sûr, c'est pas idéal. De trouver avec 3 bateaux ici à Brésil. C'est pas bien, c'est pas bien pour tout le monde, ça. Alors justement, on va parler maintenant du nouveau mât. C'est un nouveau mât, mais c'est un mât ancien quand même. C'est un mât que tu connais bien, que Groupama 4 connaît bien, puisqu'il était sur le bateau il y a environ 1 an. Vous avez fait du neuf avec du vieux, c'est ça? Oui, c'est pas un nouveau mât tout fraîche qui sort des étagères. C'est un mât, on est mis à l'eau avec le bateau. C'est un mât de première génération en fait. On est toujours prévu de faire 2 mâts avec ce projet, d'avoir un mât de rechange à cas où. On est mis à l'eau le bateau avec cette mât. C'est une mât de première génération. C'est pas un mât de deuxième niveau, c'est pas un mât de travail, c'est un très bon mât. Mais c'est une première génération. Et comme d'hab, avec toutes les choses qui avancent, que dans le niveau de dessin et le fonctionnement, on a changé quelques pièces, quelques manières de fonction sur le deuxième mât. Après, on est navigué avec le premier. On essaie de prendre quelques jours ici, de changer, d'améliorer cette mât, le nouveau mât. On essaie de faire ça plus fraîche ou plus mieux, juste plus performant comme on aime bien, comme on est vu sur le deuxième mât. Et dans le même temps, avec cette étude de pourquoi on pensait peut-être ça a cassé la première fois. On essaie de faire ça le mieux que possible, le plus performant que possible. Et on est très contente. Et on est des mecs qui ont bossé jour et nuit pour arriver, juste pour faire venir la main ici. Ça, c'est une étape. Après, il y a toujours quelque chose après. Mais il y a des gars qui bossent de grilleux, de mecs qui s'occupent de tout le rayonnement courant, de fournisseurs de chez nous, de mecs qui font des strates.
vraiment un travail d'équipe. C'est super à regarder des mecs motivés et capables. Ce que tu veux dire, pour en finir avec le mât, c'est que ce mât-là est un petit peu moins performant que le mât qui a cassé. Mais vous en avez fait un truc très moderne, c'est ça? Moins performant, on peut... Oui, mais dans la finesse de la détail, oui, tu peux dire ça, mais effectivement, tu ne vas pas voir la différence au quotidien quand ça se navigue. C'est une très bonne mât. On est confortable avec notre nouveau mât à fait. Et en principe, les conditions de la course dans les semaines et dans les mois qui arrivent sont plus clémentes, sont moins extrêmes que ce qu'a connu la Volvo dans le Grand Sud. Donc ça devrait passer sans problème, c'est ça? Oui, normalement. Tu peux dire ça quand même, la traversée de l'Atlantique pour arriver à Miami-Lisbonne peut être assez costaud aussi. Aussi, c'est sûr, c'est facile d'avoir l'impression de passer le plus dur dans le sud, de passer le Cape Horn, monter au Brésil. C'est facile d'avoir l'impression quand on se rentre à la maison, c'est vers la fin de la course. Mais au niveau de pointe qui reste, au niveau des étapes et 1000, quand même, il y a beaucoup en jeu qui reste. Il ne faut pas lâcher et il faut pas imagine que c'est le croisière jusqu'à la maison. Il y a beaucoup qui restent et on fait la même préparation qu'à d'habitude. Ça ne change rien pour nous. Des étapes qui passent, on fait tout notre entretien, on fait tout notre check et test d'habitude. Oui, Stan, juste pour replacer les choses un petit peu dans leur contexte, ici à l'arrivée à l'arrivée de la 5e étape, on en arrive à la moitié des points qui vont être distribués sur l'ensemble de la Volvo. Donc il reste encore, on est vraiment à la mi-course en termes de points, même si en termes de distance et de 1000 parcourus, la mi-course a été passée dans l'étape 4 entre la Chine et la Nouvelle-Zélande. Et puis, juste la 6e étape qui va partir dimanche entre Itajaí et Miami, c'est entre 16 et 18 jours de mer. Donc, il y a encore de la route à faire. Et je pense que le challenge d'équipe technique et ce dont nous parlait Ben, c'est effectivement de rendre le premier mât qui a été remis à bord le plus performant possible en l'updatant, en faisant des petites trouvailles techniques qui avaient été faites sur le mât numéro 2. Et puis également, et ça c'est important pour tout le monde, d'avoir la fiabilité sur ce mât-là, parce qu'évidemment on ne peut pas démater 2 fois. Maintenant, le mât précédent qui a dématé avait fait à peu près 28 000 milles. C'est vraiment l'équivalent d'un tour du monde. Alors, il y a peut-être de la fatigue. Ce mât, maintenant, est performant. Franck, pour information, ils ont recommencé les navigations il y a 2 jours. L'ensemble des concurrents qui sont ici à Itajaí ont navigué un petit peu dans l'après-midi. Franck, lui, est parti à l'heure du déjeuner et ils sont rentrés. La nuit était tombée déjà depuis quelques temps, quoi. Donc, on sent vraiment qu'il y a un gros travail de réglage, d'optimisation et de volonté de performance pour la deuxième partie de la Volvo. Justement, un petit mot sur le reste du bateau qui a été un peu endommagé lors de la chute du mât. Puis on a vu qu'il y avait des petits soucis de peinture, etc. Ce sont des choses tout à fait normales que l'équipe technique avait prévu de faire au Brésil. Oui, on a déjà prévu un gros chantier, mais il y a quelques projets plus importants ici. Et on est préparé pour ça, au niveau de main-d'œuvre, au niveau de matériel, et on a fait ça dans le même temps. Mais finalement, il y a des gars sur le bateau qui viennent de la mât qui est tombé. Et une fois que tu mets le nouveau mât à côté, tout le mât, le projet de nouveau mât, ça se tourne tout seul ici et on met ça dans le bateau. Ça, c'est facile à séparer le projet en fait. Le TAP de Brésil, c'est plus long, de quelques jours plus long
Auckland et Saigne. Et ça fait quand même longtemps depuis on est une bonne semaine à terre. On a profité de faire le total ici. Ok, un petit mot, Vincent, un petit mot. Je t'en Juste prie. pour ajouter quelques mots, quand vous allez sur le ponton et que vous regardez Groupama 4, et ça, moi, je dis quand même un sacré coup de chapeau à toute l'équipe technique, c'est que vous ne vous rendez absolument pas compte, vous n'imaginez pas qu'il y a une dizaine de jours, ce bateau était le long des côtes uruguayennes avec le mât cassé sur le pont et une victoire qui s'annonçait. Voilà, quand on voit là où on en est aujourd'hui, c'est complètement incroyable. Allez, un dernier petit mot avant de vous quitter, messieurs, à vous deux. Comment ça se présente le départ dimanche, c'est à 19h, heure française, sera 14h chez vous. Ça se présente comment, conditions météo? Oh ben, pour nous, ça se présente bien. Oui, j'imagine. C'est bonne. Tu vois, pour l'instant, les conditions sont plutôt agréables. Non, je crois qu'ici, il faut en profiter parce qu'il y a visiblement la météo va se dégrader un petit peu avec le passage d'un front, probablement à partir de demain, donc un peu moins de soleil. Sur les conditions météo, là, je vais peut-être, sur le vent, je vais peut-être laisser Ben s'exprimer parce que je n'ai pas d'informations particulières à vous donner. Ah, on t'a perdu, Ben, on t'a perdu. On n'entend plus du tout. C'est très dommage. Allô, le Brésil? Donc on ne saura visiblement pas quelles seront les conditions dimanche pour le départ. Avant dimanche, il y a samedi, c'est à peu près toutes les semaines pareil, avec la régate Inport, également à 19h. Une régate Inport comme le départ le lendemain et qui est à suivre sur camas-groupama.com, absolument en direct, donc à partir de 19h samedi, 19h dimanche. Messieurs, est-ce qu'on peut vous saluer quand même? Oui. On vous entend très très mal, ça va être très difficile. De liaison et d'interférence, mais voilà. Nous vous saluons, nous vous souhaitons bon courage dans le froid breton et parisien. Et puis, nous vous donnons rendez-vous mardi prochain. Voilà, je te donne rendez-vous. Ça va te faire un petit peu drôle. Il fait moins 12 à Paris. Donc, mais on t'attend avec plaisir, Vincent. Et bravo à toute l'équipe et salut toute l'équipe de Groupama 4 pour nous. Et comme à chaque étape, tu reviendras sans doute avec moult t-shirts dédicacés ou sweatshirts de l'équipage à faire gagner dès mardi prochain avec le fameux jeu concours dont la terre entière nous envie les questions d'une pertinence terrible. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Nous vous attendons mardi donc à 12h30 ici même au 21 boulevard Malesherbes. Merci à toute l'équipe technique aussi bien à Ita Jai qu'ici à Paris pour nous avoir permis de suivre cette visioconférence. À mardi prochain et bon départ. C'est ce week-end. Ciao.